Une de votre journal de 15h30 sur BFM TV, c'est cette flambée de cas de Covid et une situation inquiétante dans plusieurs pays d'Europe avec des restrictions. L'Autriche va par exemple instaurer un confinement pour les non-vaccinés. Aux Pays-Bas, commerces essentiels sont fermés à 20h et les matchs de foot se jouent à huis clos. C'est de l'outrance, de l'injure par rapport à ce qu'il s'est passé cette nuit-là. La réaction de François Hollande aux propos d'Éric Zemmour hier. En déplacement à Bordeaux, le polémiste quasi-candidat a sévèrement attaqué l'ancien président sur les attentats du 13 novembre 2015. Pourquoi a-t-elle menti? Nous reviendrons sur ces 6 heures d'audition qui ont fait passer aux aveux la jeune joggeuse portée disparue de plus de 24 heures en Mayenne. C'était en début de semaine avant d'être retrouvée vivante. L'enquête tente à présent de déterminer son profil psychologique. Et puis le bras de fer se poursuit entre la Biélorussie et la Pologne alors que des milliers de migrants sont massés à la frontière entre les deux pays. Des mesures ont été prises pour freiner ce flux de migrants. Vladimir Poutine a lui rejeté toute responsabilité dans cette crise. On fera le point dans un instant avec Ulysse Gosset. L'épidémie de Covid-19 repart en flèche dans une vingtaine de pays européens. Certains d'entre eux resserrent donc la vis. Le Centre européen de contrôle des maladies évoque notamment une situation très inquiétante dans 10 pays, dont la Belgique ou encore les Pays-Bas, où les commerces de produits essentiels doivent désormais fermer à 20h et les autres à 18h. Reprise des contaminations jugées inquiétantes par ailleurs en Autriche, dont le gouvernement, vous le voyez, attend le feu vert pour confiner les non-vaccinés et les personnes non guéries. Tour d'horizon du retour de ces restrictions sanitaires en Europe avec Camilla Giudice. 2 millions de cas de Covid-19 enregistrés la semaine dernière en Europe. Pour l'OMS, c'est un record depuis le début de la pandémie. Parmi les pays où les contaminations explosent, l'Autriche, la courbe Bordeaux, et les Pays-Bas, la courbe bleu clair. Cette vague était attendue, elle n'était pas prévisible d'un point de vue temporel parce que beaucoup de facteurs en fait viennent gouverner cette dynamique. Une couverture vaccinale qui est élevée en Europe, mais qui, bien sûr, ne permet pas de lutter à elle seule contre cette épidémie. Les pays les plus durement touchés par cette nouvelle vague ont annoncé ces derniers jours des mesures pour tenter de la contenir. Depuis aujourd'hui, les Pays-Bas sont à nouveau confinés partiellement. Les bars, restaurants et magasins essentiels doivent fermer à 20h, 18h pour les commerces non essentiels. Nous ne nous en sortirons pas avec simplement des règles basiques ou des conseils, malheureusement. Face à la recrudescence du virus, nous avons besoin de mesures drastiques. Elles visent à réduire nos contacts. En Autriche, où plus d'un tiers de la population n'a pas de schéma vaccinal complet, le gouvernement souhaite confiner les personnes non vaccinées et non guéries du Covid-19. Une mesure inédite, mise en place dès lundi dans 2 régions. Le Premier ministre aimerait la généraliser à tout le pays. La majorité de la population a fait ce qu'il fallait et nous devons les protéger. Je ne vois pas pourquoi la majorité devrait subir un confinement par solidarité avec ceux qui ne sont pas vaccinés. En tout, la situation épidémique est jugée très inquiétante dans 10 pays européens, comme en Belgique, en République tchèque et en Hongrie. Et le professeur Mehdi Mejdoubi est toujours avec nous en plateau cet après-midi, professeur en médecine. On l'a entendu, en Europe du Nord, de l'Est notamment, les pays sont plutôt bien vaccinés. Alors comment on explique cette flambée épidémique dans certains pays ? Alors en Europe de l'Est, la population est plutôt mal vaccinée, en raison d'une méfiance ou d'une défiance envers les autorités centrales, notamment la Russie. Le taux de vaccination est de 30-35%, donc c'est très faible. Et en Europe du Nord, la population est plutôt bien vaccinée, mais en fait on observe une remontée épidémique qui correspond d'une part à l'arrivée des températures basses, et d'autre part, certains de ces pays ont été imprudents et ont totalement arrêté les gestes barrières. Le Danemark avait totalement arrêté toute protection par le masque ou par passe vaccinal. Alors que la France, qui avait été lourdement touchée le printemps dernier, a, grâce au pass sanitaire, rattrapé tout le monde. Et la France maintenant a un des taux de vaccination les plus élevés dans le monde. Et la population n'a pas arrêté globalement les gestes barrières, notamment dans les transports en commun ou dans les endroits fermés. On voit le taux de vaccination en Belgique, 74,8%, donc il est élevé. Et pourtant, la situation est inquiétante en Belgique. Comment l'expliquer ? Oui, vous avez raison. Le niveau de vaccination est le même qu'en France. Mais en Belgique, ils ont arrêté le port du masque, notamment dans la partie flamande. Et actuellement, la remontée épidémique est surtout dans cette zone flamande. Donc en fait, c'est les deux. Il faut être vacciné et continuer les gestes barrières.
jusqu'à sans doute les mois d'avril ou mai prochain. Et il faut également maintenir un certain niveau de restrictions. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce que proposent certains pays, reconfiner, comme c'est le cas par exemple en Autriche, ou encore proposer des couvre-feux comme aux Pays-Bas? Alors en France aujourd'hui, il n'y a clairement pas besoin, soyons clairs, la pression hospitalière est encore gérable. Maintenant, il faut voir les mois qui viennent, et notamment le scénario catastrophe serait l'arrivée d'un nouveau variant. Là, ça serait vraiment une situation nouvelle. Mais avec le variant actuel, la situation est encore sous contrôle. Et puis surtout, on a remis sur le devant la 3e dose de vaccination et le pass vaccinal contraint les personnes à risque de se faire vacciner. Et on repart sur plusieurs mois de protection par les anticorps. Merci beaucoup, professeur Mehdi Mejdoubi, professeur de médecine, d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM TV cet après-midi. On en vient à présent, vous en parlez en titre, à la réponse de François Hollande à Éric Zemmour. 2 jours après le témoignage de l'ancien président au procès des attentats du 13 novembre 2015, et alors que la France rend hommage ce samedi aux victimes, le polémiste avait sévèrement attaqué l'ancien chef de l'État hier soir lors d'un déplacement à Bordeaux. Écoutez donc la réponse de François Hollande qui dénonce notamment l'outrance d'Éric Zemmour. J'étais président cette nuit-là et dans les mois qui ont suivi, comme dans les mois qui ont précédé, j'ai pris des décisions. Et le sens de mes décisions, c'était d'assurer autant qu'il était possible la sécurité, la protection de nos concitoyens, de lutter contre le terrorisme islamiste et de veiller à l'unité de notre pays, à ce qu'il réagisse comme un bloc, qu'il n'y ait pas de fracture, de rupture. Donc toutes les polémiques qui sont sciemment entretenues n'ont qu'un seul but, c'est-à-dire éviter que nous soyons cohérents, unis face à ce drame. J'ai été frappé une nouvelle fois par la dignité des victimes, des parties civiles. Eh bien, je demande que chacun, chacune soit à la hauteur de ce que ces parties civiles, ces victimes expriment, c'est-à-dire non pas un besoin de vengeance, mais un besoin de justice, non pas le souci de la division ou de la surenchère, mais la vérité et la clarté, tout en ayant l'unité à l'esprit. Voilà, c'est ça les messages du 13 novembre. Le reste, c'est de la surenchère, c'est de la polémique, et c'est même de l'outrance, et c'est même de l'injure par rapport à ce qui s'est produit cette nuit-là. Voilà donc pour la réponse de François Hollande à Éric Zemmour. Anne-Sora Dubois, on va refaire le film. D'où est partie cette polémique? Alors cette polémique est partie d'une déclaration d'Éric Zemmour qu'il a prononcée hier soir depuis Bordeaux lors d'une réunion publique. Officiellement, encore une réunion autour de son lit, mais officieusement réunion publique, dans laquelle effectivement il a attaqué l'ancien président François Hollande. Pour vous expliquer, on est dans le contexte du procès des attentats du 13 novembre, au cours desquels François Hollande a été auditionné cette semaine. Et François Hollande, auditionné à la barre, a déclaré, je cite, « Chaque jour nous étions sous la menace, nous savions que dans le flux des réfugiés, il y avait des individus qui étaient là pour tromper la vigilance, mais nous ne savions pas comment ni où ils allaient nous frapper. » Voilà comment le polémiste a commenté cette audition de l'ancien président de la République. On l'écoute. François Hollande a le don des phrases qui disent tout et qui prouvent à la fois sa lucidité et son impuissance. Vous vous souvenez que dans un livre, il y a quelques années, il avait dit à 2 journalistes, en parlant de l'immigration, « Tout cela finira par une partition ». Et là, il recommence. Il savait, eh oui, il savait qu'il y aurait des terroristes. Il savait, mais il n'a rien fait. Le pouvoir était au courant du danger et il a préféré que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants de venir en France. Évidemment, la polémique porte sur la fin de cette déclaration d'Éric Zemmour, c'est-à-dire le pouvoir savait, il a préféré que des Français meurent pour pouvoir laisser passer des migrants à travers les frontières françaises. Alors, l'entourage de François Hollande avait commencé à nous donner quelques éléments en début de journée pour, évidemment, commencer à commenter en off, comme on dit, cette déclaration du polémiste, pour répondre surtout à cette dernière accusation, en expliquant notamment que parmi les terroristes du 13 novembre, l'écrasante majorité d'entre eux étaient bien européens, ça n'était en aucun cas des migrants, majorité de Français et de Belges, qu'il y en avait 3, il me semble, sur la totalité du nombre, qui étaient effectivement des migrants, mais que la majorité était bien des ressortissants européens. En tout cas, en ce qui concerne l'aspect plus politique de cette déclaration d'Éric Zemmour, évidemment qu'il se doutait qu'en faisant cette déclaration, la veille des commémorations de l'attentat du 13 novembre, cette citation allait être portée, qu'elle allait être médiatiquement
ouverte, d'autant plus qu'il a l'habitude maintenant, Éric Zemmour, parce que quand ces déclarations sont très frappantes et très choquantes comme ça, les politiques maintenant répondent, et d'ailleurs c'est devenu un sujet pour eux-mêmes, pour le gouvernement. Est-ce qu'il faut, oui ou non, répondre à ce type de déclaration? François Hollande a fait le choix de répondre, mais ça laisse effectivement du champ médiatique à Éric Zemmour, alors qu'on dit qu'il est en stagnation dans les sondages. En tout cas, son envolée, sa progressive montée dans les sondages a marqué le pas ces derniers jours. Ça lui permet de continuer à exister dans le débat politique. Et en attendant, il y aura d'autres conséquences parce que depuis, les avocats des familles de victimes ont demandé des excuses aux polémistes. Pas de séquestration non plus. La jeune fille de 17 ans portée disparue pendant plus de 24 heures en Mayenne et qui a été retrouvée vivante a donc menti. Des aveux effectués au terme de 6 heures d'audition hier avec des gendarmes dont une psychocriminologue et un analyste. Notre envoyé spécial à Saint-Brice, Antoine Forestier, a rencontré des habitants de ce petit village, eux aussi très surpris par ces révélations. Ces habitants étaient surpris d'apprendre que cette jeune fille avait menti. Ils ont suivi tout au long de cette semaine l'enquête via les médias, via la télévision, via les articles. Et au fur et à mesure, ils commençaient malgré tout à avoir des doutes. Et il y a donc une forme de soulagement et également d'incompréhension par rapport à ces mensonges. Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies ce matin par Adrien Petitot. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, il y a des vraies histoires qui se passent et que malheureusement les petites filles on les retrouve pas ou on les retrouve dans des états pas possibles. Pour les parents c'est juste inimaginable en fait. C'est de l'angoisse, du tracas pour rien et puis surtout du travail pour les forces de l'ordre pour rien, les enquêteurs. Ça engendre trop de choses derrière. Tout ça pourquoi? Pour un mensonge. C'est une fille qui doit quand même pas être très très bien dans sa peau forcément. Et puis sûrement des soucis personnels à côté. Et voilà, mais c'est des réactions, des réactions bizarres. Pour ces mensonges, l'adolescente va faire l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infraction imaginaire. C'est la procureure de Laval qui l'a indiqué hier dans un communiqué, ce qui veut dire que l'enquête n'est pas terminée. On va désormais s'intéresser à sa personnalité. Une expertise psychiatrique pourrait par exemple être ordonnée. Pour ces faits, elle risque 6 mois de prison et 7 500 € d'amende si jamais des procédures sont lancées contre elle. Un rendez-vous politique à ne pas manquer, c'est demain sur BFM TV et sur RMC. Le débat des candidats de la droite à la présidentielle à suivre en direct à 20h45. Il opposera l'ensemble des candidats en lice ayant leur parrainage validé par le parti. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Patrick Juvin ou encore Valérie Pécresse. Débat présenté par Apolline de Malherbe et Maxime Switek. N'hésitez pas à réagir et à poser vos questions en direct sur les réseaux sociaux via le hashtag débat de la droite. Restez avec nous sur BFM TV. Pardon Fanny. Dans un instant, on va parler justement de la situation catastrophique de ces milliers de migrants, entre 2000 et 4000 personnes venues du Moyen-Orient et qui sont amassées à la frontière biélorusse avec la Pologne. Une situation sanitaire qui se dégrade de jour en jour et ce depuis des semaines sur fond de chantage à la migration par le président biélorusse. On en parle dans notre journal dans quelques minutes. À tout de suite. Quel champion pour la droite pour l'élection présidentielle? Demain, à 20h45, un débat exceptionnel. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin, Valérie Pécresse. Tous les candidats à l'investiture Les Républicains réunis sur BFM TV. Immigration, sécurité, économie, vision de la France. Ils dévoileront leurs propositions, feront entendre leurs différences. L'enjeu, être celui qui portera les idées de la droite à l'élection présidentielle. 2022, le débat de la droite. C'est demain, à 20h45, en direct sur BFM TV et RMC. 2022, le choix des Français. Les maîtres torréfacteurs L'Or ont capturé l'essence des grains de café biologiques pour un pur plaisir avec les capsules L'Or Bio. Découvrez des robes qui vous vont parfaitement. Maintenant sur aboutyou.com. Toujours avec la livraison et les retours gratuits. Antoine, il ne sait pas dire non. Et vous prenez les 2 ans d'extension de garantie? Ben non. Grâce à la Matmut, nous avons une garantie panne qui couvre tout notre électroménager. Oui, enfin, c'est quand même grâce à moi qu'on est à la Matmut. Ah oui, oui. Matmut, ma valeur sûre. Livrer à toute vitesse les baskets de Sonia. Être près de Manon, même si elle a décidé de vivre loin de tout.
Dire oui aux pré-étudiants de Léo, Fatou et Alex. Épauler Céline et son associé dans leur conquête de l'Europe. Et laisser respirer le quartier de Karim avec nos véhicules électriques. Être proche de 67 millions de personnes, c'est une prouesse que nous sommes 250 000 à réaliser partout. La proximité, c'est un métier. À la Fnac, on a toujours aimé dénicher pour vous le meilleur de la culture et de la technologie. Aujourd'hui, nous créons l'éclaireur Fnac, le site où nos équipes de passionnés vous guident en partageant leur point de vue sur ce qu'elles lisent, écoutent, regardent et testent. Fnac. Luc de Christie. Découvrez son nouveau single My Heart and My Soul. Luc de Christie. Son nouveau single My Heart and My Soul. Disponible sur toutes les plateformes. Quand tout s'est arrêté, j'ai su prendre les bons virages et saisir de nouvelles opportunités. Je me suis battue, jour et nuit, pour que cette idée dans un coin de ma tête s'exporte maintenant au bout du monde. Moi, j'ai presque rien changé. Je me suis juste réinventé. À chaque nouveau défi, Société Générale s'engage à vos côtés. C'est vous l'avenir. Société Générale. Le moindre détail compte. Nouveau téléviseur TCL Mini LED. Prix ESA du meilleur téléviseur LCD Premium. TCL. Pour équiper la petite dernière qui quitte la maison, le bon réflexe, c'est manomano.fr. Parce qu'elle a besoin de meubles confortables, de trucs pour être bien. Bref, des meubles pour se sentir comme chez elle. Enfin, comme chez vous, mais chez elle. Mano Mano. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Vous êtes dans un cocon, un endroit refuge. Carole, qu'entends-tu dans ton endroit refuge? Ah non, 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 non. On avait dit pas la Citroën électrique. On va tous se garer sur le bas-côté. Pas facile d'oublier l'expérience électrique Citroën. Nouvelle Citroën IC4 électrique à partir de 299 € par mois. Découvrez la gamme électrifiée Citroën. Vendez votre voiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. – 15h45 sur BFM TV, on évoque à présent l'actualité à l'étranger avec cette situation dramatique de plus d'1 millier de migrants venus du Moyen-Orient bloqués en Biélorussie à la frontière avec la Pologne depuis plusieurs semaines maintenant. Une crise liée à la pression mise par le président biélorusse sur l'Europe qui a mis en place des sanctions contre son pays l'an dernier. Les envoyés spéciaux de BFM TV se sont rendus dans une ville polonaise située à la frontière avec la Biélorussie et directement confrontés à cette situation des migrants. Alexia Ferré, Anna Jakowska avec Isabelle Golens. Depuis plusieurs jours, les barrages de police à l'entrée des villes font partie du quotidien. Ouverture des coffres, contrôle d'identité. Bonjour, vos papiers s'il vous plaît. Haïnouvka est l'une des villes les plus proches de la frontière. Une commune pauvre et rurale où certains habitants, comme Natalia, sont bouleversés par le sort des réfugiés. Ce sont des gens normaux, comme nous. J'ai vu une famille de 5 personnes, la femme, la mère, avec quasiment mon âge. Je ne peux même pas imaginer me retrouver dans la forêt, comme ça, avec mes enfants. Mais d'autres voient les choses différemment. Pavel, lui, soutient une position sécuritaire. Je trouve que c'est bien ce qu'on fait, de laisser ces migrants hors de nos frontières. C'est toute une ville qui est en première ligne. Le maire nous parle d'une tragédie qui les dépasse. La situation à laquelle nous sommes confrontés en ce moment m'inquiète et nous inquiète tous ici. Ce qu'on voudrait, c'est que cette crise se termine le plus vite possible.
Mais pour l'instant, presque tous les jours, l'hôpital de la ville reçoit des migrants retrouvés déshydratés ou en hypothermie. Ulysse Gosset est avec nous sur ce plateau, spécialiste des questions internationales. Bonjour Ulysse. Le bras de fer, il continue forcément entre la Pologne et la Biélorussie, mais les choses commencent à bouger. Des mesures ont été prises pour freiner ce flux de migrants qui arrivent depuis la Biélorussie. Des mesures qui ne règlent pourtant pas cette crise elle-même, mais qui permettent en tout cas de ne pas l'aggraver pour l'instant. Oui, c'est la volonté de l'Europe, empêcher la Biélorussie de faire venir d'autres migrants du Moyen-Orient et d'Afrique. Et pour cela, des missions diplomatiques ont été conduites par la Commission européenne, par Bruxelles donc, notamment auprès de l'Irak, de la Turquie, et le résultat est là, puisque la Turquie a décidé d'interdire aux migrants de monter dans des avions à destination de Minsk, la capitale biélorusse. En Irak, on se dit prêt à accueillir à nouveau des migrants qui sont partis en Biélorussie et qui seraient volontaires pour revenir en Irak. Il y en aura sans doute peu, mais symboliquement c'est important, ça veut dire qu'on veut empêcher le régime de Minsk de poursuivre ce chantage aux migrants en tarissant la source. Donc, pression sur les compagnies aériennes et ça commence à fonctionner. Je vous rappelle qu'il y avait des migrants qui arrivaient du Liban, d'Irak, de Syrie. On a vu des Maliens à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. On a vu des Irakiens, surtout des Syriens et des Ivoiriens. Donc il faut absolument empêcher que la crise ne s'aggrave. L'Europe fait pression et donc effectivement il y a cet objectif pour calmer le jeu de réduire le nombre, alors que du côté des organisations humanitaires et notamment du HCR, le Haut Commissariat aux Nations Unies, eh bien on commence à amener des vivres, des couvertures, des tentes pour essayer d'améliorer la situation critique de ces migrants. On parle de 2 à 4 000 personnes qui sont bloquées près de la frontière actuellement. Ulysse, côté russe, Vladimir Poutine a réagi en affirmant qu'il rejetait toute responsabilité dans cette crise et les Européens préparent de nouvelles sanctions. Oui, alors Vladimir Poutine est de toute façon au centre du jeu, mais il dit « ce n'est pas moi, je n'y suis pour rien, je n'ai rien à voir avec toute cette histoire », affirme-t-il dans une interview à la télévision russe. On ne sait pas quel est le rôle le chef du Kremlin a pu jouer, mais on imagine mal qu'il n'ait pas eu vent de ce qui se passait, puisque ça fait déjà des semaines que dure ce trafic d'êtres humains, de migrants organisé par la Biélorussie, et les services de renseignement russes sont très présents à Minsk, donc ils savent ce qui se passe. Néanmoins, la Russie dit « ce n'est pas nous », et la Turquie, de la même manière, rejette toute responsabilité dans cette affaire. Alors, au-delà de ces dénis, il y a évidemment la nécessité de trouver une solution. Alors, Poutine dit aux Européens « il faut vous parler avec les Biélorusses, mais parler avec un dictateur qui se sert des migrants pour faire pression et pour diviser l'Europe, c'est un peu difficile ». C'est donc la raison pour laquelle, lundi, il y aura une nouvelle réunion des ministres des Affaires étrangères européens à Bruxelles pour décider de nouvelles sanctions. On parle justement de sanctions contre les compagnies aériennes qui transportent les migrants. Est-ce qu'il y aura aussi des sanctions contre les personnalités biélorusses pour les empêcher de voyager en Europe en particulier? On le verra. Et dans notre pays, une manifestation en soutien aux migrants a lieu cet après-midi à Briançon, dans les Hautes-Alpes. La manifestation s'annonce très suivie. Un gros dispositif de sécurité a par ailleurs été mis en place. Des policiers, des gendarmes en renfort pour des contrôles de voitures. Le contexte est en effet très tendu entre les associations solidaires là-bas et les migrants ainsi que la préfecture. Rassemblement en soutien aux migrants également à Calais. Des centaines de réfugiés, d'habitants, d'associatifs et d'élus étaient présents, notamment d'Europe Écologie Les Verts, comme la députée Karima Deli. Adrien Quatennens est également présent. Au large de Calais, 71 migrants ont encore été secourus en mer hier, après une journée record la veille, et 3 migrants restent portés disparus. Ils avaient pris la mer en kayak jeudi. Lundi soir, BFM TV vous propose un document exclusif. Kaboul, l'incroyable exfiltration. Retour sur 12 jours de l'une des opérations d'évacuation les plus périlleuses que la France ait jamais organisées. 2800 personnes à sauver en urgence de Kaboul, tombées le 15 août dernier aux mains des talibans. Kaboul, l'incroyable exfiltration, c'est à voir dans Ligne Rouge lundi à 20h50. 300 personnes avaient d'abord été évacuées de l'ambassade de France par la route. Parmi les passagers, un membre des talibans. Extrait. Les commandants Bida et Martin ont tous les deux pris place dans la voiture de tête, qui résume à elle seule les risques de la mission. Dans le coffre, caché, un officier afghan. Et sur la banquette arrière, entre Wally, l'interprète, et le commandant Martin, un taliban, déserteur, qui dirigeait le checkpoint devant l'ambassade. Moi, je suis le 3e à droite. Vous êtes assis à côté du taliban. Ouais. Et dans le véhicule en face de moi, j'ai mon fusil d'assaut, des chargeurs, des grenades, tout un tas d'armements. Avec quelqu'un à ma gauche qui potentiellement peut présenter un danger, se retourner à tout moment, dégoupiller une grenade, je sais pas. J'ai aucune confiance pour être simple, mais on est obligé de faire avec.
C'est pour nous, ça. Tout ça, c'est pour nous. En sortant de l'ambassade, incroyable, le commandant Bida découvre une foule d'Afghans qui, eux aussi, espèrent être évacués. Des centaines et des centaines de personnes. Oh là 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 là. Devant eux se positionne un pick-up de talibans. Il semble ouvrir la voie, comme une voiture pilote. On décide de suivre ce pick-up. Et en fait, on ne sait pas exactement quel est le rôle de ce pick-up et des gens qui sont à bord de ce pick-up. On craint un piège, on craint une prise d'otage massive. Tout est possible. Et surtout, on n'a pas d'action possible. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à ce moment-là. On est vraiment entre leurs mains. 15h53, on fait le point sur la météo avec Sandra Larue. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. Et les nouvelles ne sont pas réjouissantes décidément pour ce week-end. Déjà ce samedi qui reste quand même bien maussade sur de nombreuses régions. Une France bien encombrée, des précipitations ici ou là, quelques averses. Et puis eh bien, malheureusement ça ne va pas s'arranger parce que pour la journée de demain, dimanche, on va retrouver toute cette grisaille accompagnée de quelques précipitations. Alors elles resteront faibles mais elles seront quand même bien généralisées. Ce sera peut-être un tout petit peu mieux sur la pointe bretonne. On aura des pluies un petit peu plus marquées au pied des Pyrénées, de la neige sur les reliefs au-dessus de 1400 mètres, du soleil en Méditerranée mais du vent. Attention sur l'extrême sud-est, sur la Corse, là ce sera beaucoup plus chargé avec un temps plus instable, des averses localement, quelques coups de tonnerre et cette agitation va même s'intensifier sur la Corse dans le courant de l'après-midi. Peu d'évolution dans l'après-midi, quasiment aucune, même on va conserver cette masse nuageuse bien présente sur l'ensemble du pays. Un coup d'œil à vos températures. Au lever du jour demain matin, des valeurs qui seront stationnaires comprises entre 5 et 12 degrés, comptez 9 à Paris, 10 à Biarritz, 12 à Nice et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les températures baissent sur les régions du sud, elles s'échelonneront de 9 à 18 degrés. 9 à Dijon, 13 à Paris, 18, ce sera pour Montpellier. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. Le Roi Lion n'est pas une comédie musicale comme les autres. Chanteurs, danseurs, costumiers, un grand nombre de professionnels s'affairent pour donner vie à ce spectacle hors norme. À titre d'exemple, pas moins de 37 000 heures de travail sont nécessaires pour concevoir masques et marionnettes. Et il faut plus de 20 semi-remorques pour transporter l'ensemble des accessoires et des éléments de décor. BFM TV, partenaire de la comédie musicale Le Roi Lion, au Théâtre Mogador. Ne préparez pas Noël à moitié, préparez-le à moitié prix. Sur kiosquemac.com, bénéficiez de 50% de réduction sur des magazines pour toute la famille. Offrez un abonnement dès maintenant et choisissez la date d'envoi du premier numéro. Abonnez-vous sur kiosquemac.com. C'est moi. Déconcentre-toi, papa, mon chat. Ah. Regardez-moi. C'est moi. Arrête. Papa, ça c'est ma voiture. Et moi. Et vous, quelle cuisine so cook êtes-vous? So wow. So good. So bien vu. So cook. Cuisine équipée. Antoine, il ne sait pas dire non. Et vous prenez les 2 ans d'extension de garantie? Bah non. Grâce à la Matmut, nous avons une garantie panne qui couvre tout notre électroménager. Oui, enfin, c'est quand même grâce à moi qu'on a la Matmut. Ah oui, oui. Matmut, ma valeur sûre. I put in the work all day. Them man are doing this thing part time, now I'm doing this thing all day. I put in the work all day. I put in the work all day. Look, nah, I don't care what you think or say. I put in the work all day. I put in the work all day. 15 millions, c'est le nombre de Français qui est un proche. 15 millions qui doivent organiser leur vie en conséquence.
15 millions pour qui la Caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile. En proposant de l'aide à domicile pour vous remplacer en cas de soucis de santé. Caisse d'épargne, vous être utile. Découvrez Apprendre ou à laisser, le jeu des boîtes qui peut vous faire gagner jusqu'à 500 000 €. Et même plus si vous continuez à jouer sur l'appli ou sur fdj.fr. Allô? Alors, vous échangez votre boîte ou vous la gardez? Apprendre ou à laisser, un jeu illico. S'arrêter ou continuer? Dans tous les cas, c'est à vous de décider. Millions de Gaulois. Et toi? Et toi? Et toi? Le cordon bleu, le Gaulois. Croustillant et fondant à la fois. À la fourchette avec les doigts. Il y a tant de façons d'être le Gaulois. Le cordon bleu, le Gaulois, c'est bon d'être Gaulois. Jerry's here! Jerry! It's so good to Good to see all of you, yes. Pourquoi Jerry est si populaire? Eh bien, c'est comme ça depuis qu'on utilise Workday. Comment ça? Ça nous permet de développer d'excellentes relations avec nos fournisseurs. Et maintenant, partout dans le monde, ils adorent tous Jerry. Ouais, il l'adore. Workday, le système finance, RH, planification et achat pour un monde qui change. Envoyez à Mathias une lettre pour son anniversaire. Gardez bien au chaud l'échographie de Leïla. Apportez à Yvette la petite Madeleine dont elle raffole. Aidez Lucas à prendre son indépendance en passant l'examen du code. Ah, et aussi permettre à Malik d'envoyer la lettre recommandée dont il devait s'occuper aujourd'hui. Être proche de 67 millions de personnes, c'est une prouesse que nous sommes 250 000 à réaliser chaque jour. La proximité, c'est un métier. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité à 16h. François Hollande répond à Éric Zemmour après l'attaque de ce dernier contre l'ancien président autour des attentats du 13 novembre 2015. C'est de l'outrance, de l'injure par rapport à ce qu'il s'est passé cette nuit-là, indique l'ancien chef de l'État. On en parlera dans un instant avec Anne-Sora Dubois. Également à la une, la 5e vague de Covid-19 gagne du terrain en Europe. Plusieurs pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Belgique voient leur nombre de cas flamber et les restrictions se multiplier. Nous serons dans ce journal en Belgique et en Allemagne. Ni camionnette verte, ni enlèvement. Nous tenterons de comprendre pourquoi la jeune joggeuse portée disparue plus de 24 heures en Mayenne en début de semaine a menti. L'adolescente est passée aux aveux après 6 heures d'interrogatoire. Elle fera l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infraction imaginaire. Et puis l'événement politique du week-end, c'est le débat de la droite demain soir à 20h45 sur BFM TV. 5 candidats sont en lice, parmi eux Michel Barnier. Son portrait dans ce journal. On commence donc avec la réponse de François Hollande à Éric Zemmour. 2 jours après le témoignage de l'ancien président au procès des attentats du 13 novembre 2015 et alors que la France rend hommage ce samedi aux victimes, le polémiste avait sévèrement attaqué l'ancien chef de l'État hier soir lors d'un déplacement à Bordeaux. Écoutez donc la réponse de François Hollande qui dénonce l'outrance d'Éric Zemmour. J'étais président cette nuit-là et dans les mois qui ont suivi, comme dans les mois qui ont précédé, j'ai pris des décisions. Et le sens de mes décisions, c'était d'assurer autant qu'il était possible la sécurité, la protection de nos concitoyens, de lutter contre le terrorisme islamiste et de veiller à l'unité de notre pays, à ce qu'il réagisse comme un bloc, qu'il n'y ait pas de fracture, de rupture. Donc toutes les polémiques qui sont sciemment entretenues n'ont qu'un seul but, c'est-à-dire éviter que nous soyons cohérents, unis face à ce drame. J'ai été frappé une nouvelle fois par la dignité des victimes, des parties civiles. Eh bien, je demande que chacun, chacune soit à la hauteur de ce que ces parties civiles, ces victimes expriment. C'est-à-dire non pas un besoin de vengeance, mais un besoin de justice. Non pas le souci de la division ou de la surenchère, mais la vérité et la clarté, tout en ayant l'unité à l'esprit. Voilà, c'est ça les messages du 13 novembre. Le reste, c'est de la surenchère, c'est de la polémique
et c'est même de l'outrance, et c'est même de l'injure par rapport à ce qui s'est produit cette nuit-là. De l'outrance, de l'injure par rapport à ce qui s'est passé cette nuit-là. Anne-Sora Dubois, vous allez nous aider à rembobiner un petit peu le film. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette polémique entre Éric Zemmour et François Hollande? Alors, Éric Zemmour s'est exprimé hier soir depuis Bordeaux. Il était en réunion publique / réunion autour de son lit. Maintenant, on sait que candidat quasi déclaré, donc réunion publique. Et il a effectivement commenté le témoignage de François Hollande qui a témoigné 2 jours plus tôt au sein du procès des attentats. À ce moment-là, François Hollande avait dit devant la cour, devant le tribunal, je cite, « Chaque jour, nous étions sous la menace. Nous savions que dans le flux des réfugiés, il y avait des individus qui étaient là pour tromper la vigilance, mais nous ne savions pas comment ni où ils allaient nous frapper. » Et donc 2 jours plus tard, depuis Bordeaux, hier soir, donc, le polémiste commente cette déclaration de François Hollande à la barre. On l'écoute. François Hollande a le don des phrases qui disent tout et qui prouvent à la fois sa lucidité et son impuissance. Vous vous souvenez que dans un livre, il y a quelques années, il avait dit à 2 journalistes, en parlant de l'immigration, tout cela finira par une partition. Et là, il recommence. Il savait, eh oui, il savait qu'il y aurait des terroristes. Il savait, mais il n'a rien fait. Le pouvoir était au courant du danger et il a préféré que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants de venir en France. Et voilà, ici sur la dernière partie évidemment de cette déclaration d'Éric Zemmour que porte la polémique qui est née de ses propos évidemment. En tout cas, au début de la journée, les proches de François Hollande avaient commencé à commenter ces propos du polémiste en disant notamment que sur cette dernière partie de la phrase, encore une fois, il n'était absolument pas question d'avoir laissé rentrer des terroristes, d'avoir en quelque sorte sacrifié la sécurité des Français pour pouvoir laisser rentrer des migrants. Et d'ailleurs, précisait l'entourage de l'ancien président de la République, parmi les terroristes du Bataclan et des terrasses parisienne et du Stade de France ce soir-là, l'écrasante majorité était bien des ressortissants européens. D'ailleurs français et belges pour la plupart. Il n'y en avait que 3 qui étaient effectivement issus d'une migration qu'on a fini par retracer après coup. La polémique en tout cas porte surtout aujourd'hui sur le fait que, et c'est ce mot de François Hollande qui est le plus important, c'est ce mot d'outrance. On comprend bien à travers ça que d'abord c'est une nouvelle preuve de la force d'Éric Zemmour dans le débat politique aujourd'hui, c'est qu'il contraint les politiques à lui répondre quelle que soit la force des mots qu'il prononce. Ça prouve bien qu'il est quand même très fort dans le débat aujourd'hui et que politiquement il pèse, parce qu'un ancien président de la République qui est contraint de répondre à ce polémiste sur un sujet aussi délicat, sur un sujet aussi douloureux, ça prouve bien que, et c'est d'ailleurs sans doute l'objectif d'Éric Zemmour, François Hollande ne pouvait pas laisser passer. Et la deuxième raison sans doute à cette sortie du polémiste hier soir, c'est que évidemment tout cela était, on le voit d'ailleurs dans son attitude au moment où il prononce ce discours, il lit cette phrase. Elle n'a pas été sortie comme ça du chapeau, elle a été écrite, elle a été pensée, elle est prononcée la veille de la journée d'hommage des attentats du 13 novembre et donc évidemment il s'attendait à ce qu'elle surnage dans le débat médiatique et même qu'elle crée une polémique. C'est aussi une façon pour lui de continuer encore une fois à exister très fortement dans ce débat politique, alors précisément qu'on a dit ces derniers jours qu'il marquait le pas un peu dans son envolée dans les sondages. Il continue à être à un très haut niveau mais il marque un peu le pas, peut-être aussi en raison de ses outrances. Et d'ailleurs depuis ses propos d'hier soir, les avocats des victimes, enfin certains avocats des familles de victimes du 13 novembre lui ont demandé réparation et ont demandé des excuses aux polémistes. Dans l'actualité également, les commémorations, justement, c'est lié du 13 novembre 2015. On en parlait 6 ans, jour pour jour, après ces attentats qui ont coûté la vie à 130 personnes et fait plus de 350 blessés, ont eu lieu ce matin. Ces commémorations de façon très digne et très sobre dans la capitale et à Saint-Denis. Vous le voyez avec ces différentes cérémonies, accompagné de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Jean Castex, le Premier ministre, s'est rendu devant le Stade de France, puis sur les terrasses de café visées à Paris et enfin au Bataclan. La vice-présidente des États-Unis, vous la voyez, Kamala Harris, était également présente et a déposé des bouquets de fleurs sur les lieux des drames. L'actualité sanitaire à présent et l'Europe qui redevient le centre de l'épidémie de Covid-19. 2 millions de cas ont été enregistrés la semaine dernière en Europe. La situation est considérée comme très inquiétante dans 10 pays et notamment en Belgique où la 5e vague est bien là. Regardez ces chiffres. 13 000 cas recensés en 24 heures, 12,7% de taux de positivité, plus de 2300 patients hospitalisés. Le pays est pourtant bien vacciné, mais les hôpitaux saturent. Les explications de notre correspondant à Bruxelles, Vincent Chevalier.
Au niveau des chiffres, au niveau du taux de vaccination entre France et Belgique, c'est quand même relativement similaire. 74% de la population entièrement vaccinée. Et pourtant, au quotidien, vous l'avez dit, ces chiffres alarmants. 13 000 infections cette semaine en 24 heures. Il y a plus 25% d'admissions à l'hôpital à cause du coronavirus, plus 25% de patients en soins intensifs. Et puis, c'est 12,7% de taux de positivité. C'est énorme. C'est un record en 2021 en Belgique. À titre de comparaison, en France, c'est 3,3%. Un expert du centre de crise me dit hier qu'il y avait 3 pistes d'explication pour ces chiffres. Déjà, le port du masque, la mesure a carrément été abandonnée en Flandre en octobre dernier. Et aujourd'hui, là où la flambée est la plus importante, c'est en Flandre. C'est pas vraiment un hasard. Le masque devrait être porté un peu plus souvent, selon cet expert en Belgique. Il y a aussi le pass sanitaire. Il a été généralisé en Belgique le 1er novembre seulement. Et en 13 jours, la mesure ne semble pas assez contrôlée. Et il faudrait également remettre le masque en intérieur quand le pass sanitaire est exigé. Et puis il y a le télétravail en hiver, les bureaux sont mal aérés et nombre de travailleurs actifs seraient aussi contaminés sur leur lieu de travail. Alors pour cet expert, pas besoin forcément pour l'instant de durcir les règles, il faudrait déjà faire respecter celles qui sont en place. En tout cas, le gouvernement fédéral et les régions en discuteront lors d'une réunion la semaine prochaine. Et face à la flambée en Belgique, la France a déjà pris une décision. Les Belges qui veulent venir en France devront présenter soit un schéma vaccinal complet, soit présenter un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures. Épidémie jugée inquiétante également en Autriche où un confinement des personnes non vaccinées devrait avoir lieu, mais aussi en Allemagne. Regardez les chiffres en Allemagne. 45 102 cas en 24 heures, un taux d'incidence de 277,3 et près de 3000 patients en réanimation. Le pays est très frappé par cette nouvelle vague épidémique et Angela Merkel appelle à un effort national. Les précisions de Pascal Thibault, le correspondant de BFM TV à Berlin. Depuis quelques jours, l'Allemagne enregistre des records en ce qui concerne le nombre de nouveaux cas de coronavirus, avec environ 50 000 depuis le milieu de cette semaine. Et il y a une forte augmentation du taux d'incidence, près de 280 ce samedi, avec un record national en Saxe, avec 1100 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours. Le problème central qui explique cette recrudescence des cas, eh bien, c'est un taux de vaccination global de 67% qui est insuffisant d'après les spécialistes. D'ailleurs, 90% des personnes qui sont hospitalisées pour cause de Covid sont des personnes non vaccinées. Donc la priorité des responsables politiques, c'est de persuader les personnes qui n'ont pas encore franchi le pas de se faire vacciner pour la première fois et aussi de promouvoir la 3e vaccination pour les personnes les plus vulnérables. Il y a des pages entières de publicité ce samedi matin dans la presse pour inciter ces personnes donc à une 3e vaccination pour renforcer leur défense contre la pandémie. Et puis, par ailleurs, des mesures sont déjà prises ou envisagées. Des régions, par exemple, ne permettent l'accès à des lieux comme les bars, les restaurants, les cinémas, les théâtres ou les clubs qu'aux personnes qui sont vaccinées ou qui sont guéries du Covid. Le contrôle pour les lieux de travail doit également être renforcé, également pour les écoles avec une systématisation des tests parce qu'évidemment, il y a beaucoup moins de jeunes qui sont vaccinés que dans l'ensemble de la population. Également, les tests doivent devenir systématiques à la fois pour les résidents des EHPAD, pour le personnel et pour les visiteurs en raison du côté vulnérable de ce public. On a vu des clusters se développer récemment à nouveau dans les EHPAD. Et une rencontre au sommet la semaine prochaine, jeudi, entre le gouvernement fédéral et les 16 régions doit avoir lieu pour permettre de trouver des règles générales qui valent pour l'ensemble du territoire allemand dans cet État fédéral. Rafik Mahmoudi, merci d'être avec nous en plateau aujourd'hui. Vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Alors comment expliquer ces recrudescences très fortes de cas de contamination au Covid-19 dans certains pays d'Europe, comme on l'a vu en Belgique ou en Allemagne? Je pense que votre collègue il a fait un bon résumé de la situation. Paradoxalement, par rapport à la France, on a gardé ce pass sanitaire qui était un petit peu... Comme on l'a prolongé, bon, il y a une certaine frange politique qui n'était pas d'accord. Le fait de garder le pass sanitaire et les gestes barrières, ça fait la différence. Parce que c'est vrai que le taux de vaccination, il n'est pas très significativement différent. En Allemagne, il est plus faible, on entendait 67%, mais bon, en Belgique, il est très fort. Voilà, il est très fort, voilà, tout à fait. Je pense qu'en France, on a continué à avoir cette rigueur
et être agile par rapport à ça. Donc c'est pour ça la prolongation du pass sanitaire joue, le respect des gestes barrières surtout joue aussi. Et la recrudescence de ces formes, ça s'explique par cette vaccination, les 2 doses. On le voit actuellement en France, quand on va à l'hôpital, c'est la majorité des vaccinés, ils ont 2 doses, mais par contre, ils sont à plus de 6 mois, ou des sujets âgés, ou des gens qui sont immunodéprimés, qui n'ont pas fait encore la 3e dose. Et aussi les gens qui ne sont pas encore vaccinés aussi, qu'on voit actuellement à l'hôpital. Et ça s'explique que cette vague à côté de chez nous. Donc il faut faire attention parce qu'on n'est pas loin. On a cette chance-là d'être plus rigoureux et d'être responsable et respecter ce pass sanitaire et ces gestes barrières. Il faut faire attention, ça veut dire que vous pensez qu'on peut éventuellement arriver à de telles situations en France si on ne fait pas attention, s'il n'y a pas les gestes barrières, on peut arriver à des niveaux aussi inquiétants qu'en Belgique ou en Allemagne? Bien sûr, on l'a vu, première vague, l'Italie, on l'a regardé en disant ça arrive jamais chez nous et un mois après, on était dans la même situation. Je pense qu'il faut apprendre des expériences anciennes et il faut être vigilant, il faut être proactif, il faut anticiper les choses. Je pense qu'actuellement, Israël, qui a fait déjà la 3e vague depuis longtemps, leur expérience peut nous servir pour la suite parce qu'eux, ils ont bien vu le fait de booster par une 3e dose, ça a calmé les choses. Effectivement, nous, actuellement, ce qui nous reste, cette 3e dose pour les personnes éligibles, dans un sens 65 ans et plus, et tous les patients qui ont des comorbidités. Et deuxièmement, il faut y aller chercher ces non-vaccinés. Les chercher comment? Je pense qu'il y a une seule chose qui reste. On a fait de la pédagogie, on a sensibilisé. Je pense que l'assurance maladie peut jouer un rôle important. On envoyait par la contrainte. Et je pense qu'il y a la seule chose qui reste. Je suis contre la contrainte, mais dans un sens, l'hôpital est très fragile et on n'a pas envie de revivre ce qu'on a déjà vécu il y a longtemps. Et même pour nos concitoyens, ils ne vont pas accepter encore des restrictions de liberté. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut y aller il y en a qui parlent de passe vaccinal. Moi, je vais encore plus loin. Je pense l'obligation vaccinale pour quelque chose qu'on a démontré son efficacité et qui va quand même nous sauver de certaines restrictions de liberté aussi, ne pas revenir marche arrière. On a fait beaucoup d'efforts, on ne va pas accepter de revenir encore à zéro dans un sens. On va refaire le point justement sur la situation en France avec ces indicateurs eux aussi en hausse. Les taux d'incidence qui progressent, plus de 94 cas pour 100 000 habitants, plus 51% de cas positifs en une semaine et ce sont près de 75% des Français qui ont pourtant reçu les 2 doses requises. Et pourtant, malgré le vaccin, certains ont attrapé le Covid. Nous avons rencontré Léa, tombée malade alors qu'elle était double vaccinée. Ils sont de plus en plus nombreux dans ce cas. Philippine David, Fanny Regnault et Adélaïde Mangin. 25 ans dotée d'un schéma vaccinal complet, Léa ne s'attendait pas à avoir le Covid-19. C'est donc sans inquiétude qu'elle se rend à une soirée pour Halloween. Vu que j'étais vaccinée, ça me paraissait difficile d'avoir le Covid et finalement non. Très vite, l'état de Léa se dégrade. La jeune femme décrit un état grippal sévère, une perte de goût et d'odorat. François Baumann, médecin généraliste parisien, nous dit avoir, au sein de sa patientèle, plusieurs cas similaires. J'ai vu des patients jeunes, j'en ai vu au moins 2 récemment, qui ont été vaccinés 2 fois correctement et qui ont fait une récidive vraie. Édouard Obadia, médecin réanimateur, se fait plus alarmiste et évoque l'arrivée dans son service de patients jeunes, parfois trentenaires sans comorbidité, qui développent des formes graves malgré un schéma vaccinal complet. On se rend donc compte que l'immunité, au bout d'un certain nombre de mois, en général au-dessus de 6 mois, est perdue. Et on va très vite être obligé de faire ces doses de rappel aux moins de 65 ans, qui eux ont été vaccinés un petit peu plus tard, mais on arrive aux 6 mois pour un certain nombre de personnes. Pour les plus de 65 ans, la validité du pass sanitaire sera conditionnée à l'administration de cette 3e dose à partir du 15 décembre. Rafik Masmoudi, on entendait dans ce reportage que des personnes parfois très jeunes et vaccinées, complètement vaccinées, pouvaient attraper le Covid et parfois être dans des situations sévères à l'hôpital. Est-ce que, comme le docteur Obadia, vous pensez qu'il faudrait peut-être arriver assez rapidement à proposer une dose de rappel à tous les Français? Je pense que pour le moment,
la politique qui est appliquée, je pense qu'elle est logique. Il faut déjà cerner les patients parce que pour le moment, on n'a pas fait la dose de rappel pour les patients âgés et les patients qui ont une immunodépression. On a un fort taux, à peu près 50-60% pour les patients de 65 ans, mais les gens qui ont des comorbidités moins de 65 ans, on n'est pas encore, on est peut-être à 15% ou 20% de troisième dose. Je pense déjà commencer à cerner cette population-là qui est fragile. Pour ce qu'il dit, M. Obadia, il a raison, mais il y a une nuance, c'est-à-dire que les patients qui sont vaccinés, la transmission du virus, elle est à 2 fois ou 7 fois moins par rapport à les gens qui ne sont pas vaccinés. Et les formes graves aussi, ils sont 7 fois moins par rapport à des gens vaccinés. Je pense que cette personne, elle a fait effectivement une forme, ce qu'on appelle une forme simple, elle a perdu le goût, l'odorat, c'est un peu désagréable, mais ça ne l'a pas ramené à l'hôpital. Ce qu'on voit actuellement, les profils, c'est des personnes jeunes qui ne sont pas vaccinées, mais ça c'est mathématique, puisqu'il y a un certain pourcentage de formes graves, même chez les jeunes, qui vont arriver. Mais puisque le nombre est élevé, même un pourcentage faible va ramener quelques jeunes à l'hôpital. Et surtout, l'autre profil, c'est les patients vaccinés 2 doses, qui n'ont pas encore fait leur 3e dose, sujets âgés, et sujets immunodéprimés, en particulier les sujets qui sont greffés, on n'arrive pas à avoir une immunité qui est solide. Des fois, il y en a certains il y en a qui sont au 7e, 8e rappel. Donc à l'hôpital, pour des populations particulières, on n'en parle pas. Mais en tout cas, ces gens-là, on fait plusieurs rappels de vaccination, et même certains ont fait ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux. Quand on voit qu'ils ont des signes où il n'y a pas de réponse immunitaire, on leur donne des rappels régulièrement. Donc c'est des profils particuliers, mais pour la population générale, je pense que ça a été démontré, il n'y a pas vraiment d'études qui sont solides, mais en tout cas à partir du 6e mois, je pense on va se retrouver à faire un rappel. Est-ce que c'est tous les ans on va faire un rappel, mais je pense qu'on va se retrouver peut-être dans la même situation que la grippe. Faire un rappel 1 fois par an, c'est pas quelque chose de dramatique. Mieux de se retrouver dans une situation de tension. Et l'autre situation, c'est l'hôpital qui est très fragile. C'est pour ça que tout à l'heure quand on parlait de vague, c'est pas une vague qui va déstabiliser l'hôpital. Déjà actuellement, l'hôpital est déstabilisé, et même une minime augmentation des cas de Covid peut déstabiliser complètement l'hôpital. On verra effectivement si l'hôpital peut tenir, c'est l'un des enjeux. Tout à fait, c'est surtout ça l'enjeu. Tout à fait. L'enjeu, il est là, il faut que l'hôpital tienne, et il est malade, donc il ne faut pas le surcharger, parce qu'actuellement, on est en train encore de déprogrammer certaines interventions par manque de personnel. Vous savez qu'il y a des grèves qui sont actuellement avec les affaires d'anesthésistes, donc il y a beaucoup de mouvements sociaux qui sont en cours. Merci beaucoup, docteur Rafik Masmoudi. Vous restez avec nous. On vous retrouvera dans le journal de 16h30. On évoque également dans l'actualité ces aveux. Pas de camionnette verte, pas d'enlèvement, pas de séquestration. La jeune fille de 17 ans portée disparue pendant plus de 24 heures en Mayenne avant d'être retrouvée vivante a menti. Des aveux effectués au terme de 6 heures d'audition hier avec des gendarmes, dont une psychocriminologue et un analyste. Notre envoyé spécial à Saint-Brice, Antoine Forestier, a rencontré des habitants de ce petit village, eux aussi très surpris de ces révélations. Ces habitants ont été surpris d'apprendre que cette jeune fille avait menti. Ils ont suivi tout au long de cette semaine l'enquête via les médias, via la télévision, via les articles. Et au fur et à mesure, ils commençaient malgré tout à avoir des doutes. Et il y a donc une forme de soulagement et également d'incompréhension par rapport à ces mensonges. Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies ce matin par Adrien Petitot. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Malheureusement, il y a des vraies histoires qui se passent et que malheureusement, les petites filles, on ne les retrouve pas ou on les retrouve dans des états pas possibles. Pour les parents, c'est juste inimaginable en fait. C'est de l'angoisse, du tracas pour rien et puis surtout du travail pour les forces de l'ordre pour rien, les enquêteurs. Ça engendre trop de choses derrière. Tout ça pourquoi ? Pour un mensonge. C'est une fille qui doit quand même pas être très très bien dans sa peau forcément. Et puis sûrement des soucis personnels à côté. Et voilà, mais c'est des réactions, des réactions bizarres. Pour ces mensonges, l'adolescente va faire l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infraction imaginaire. C'est la procureure de Laval qui l'a indiqué hier dans un communiqué, ce qui veut dire que l'enquête n'est pas terminée. On va désormais s'intéresser à sa personnalité. Une expertise psychiatrique pourrait par exemple être ordonnée. Pour ces faits, elle risque 6 mois de prison et 7 500 € d'amende si jamais des procédures sont lancées contre elle.
Et puis l'événement politique du week-end, ce sera demain soir. Le débat de la droite à 20h45 en direct sur BFM TV et RMC. Débat entre les 5 candidats des Républicains présentés par Maxime Souitek et Apolline de Malherbe. Et vous pourrez aussi réagir et poser toutes vos questions aux débatteurs sur les réseaux sociaux via le hashtag débat de la droite. Ne manquez pas bien sûr ce rendez-vous, débat qui sera peut-être crucial pour la suite à droite donc pour cette présidentielle. Restez avec nous dans un instant sur BFM TV. Nous reviendrons sur cette flambée épidémique dans plusieurs pays européens. Une situation jugée par les autorités sanitaires européennes inquiétante, voire très inquiétante, en Allemagne, en Belgique ou encore aux Pays-Bas. A tout de suite. La dernière fois que le Roi Lion a été interprété à Paris, c'était il y a plus de 10 ans. À l'époque, la première version française du spectacle avait réuni 1,5 million de spectateurs au Théâtre Mogador entre 2007 et 2010. Depuis, la troupe a bien changé et de nouveaux talents tels que Cilia, Nala et Gwendal Marimoutou, Simba, ont rejoint le groupe. Néanmoins, un comédien est toujours présent. Il s'agit d'Olivier Breitman, l'interprète de Scar. BFM TV, partenaire de la comédie musicale Le Roi Lion au Théâtre Mogador. Découvrez des vestes d'hiver qui vous vont parfaitement. Maintenant sur aboutyou.com. Toujours avec la livraison et les retours gratuits. Chez Doc Maurice, nous voulons prendre soin de votre santé. J'aime. Que vous vous sentiez bien. J'aime. Et que vous profitiez de chaque instant. J'aime. Le tout en un clic. Téléchargez l'application Doc Maurice avec notre sélection d'offres en santé et beauté. Doctipharma devient Doc Maurice. Doc Maurice, la santé que j'aime. 15 millions. C'est le nombre de Français qui est un proche. 15 millions qui doivent organiser leur vie en conséquence. 15 millions qui n'ont pas le droit d'être absents. 15 millions pour qui la Caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile. En proposant de l'aide à domicile pour vous remplacer en cas de soucis de santé. Caisse d'épargne, vous être utile. C'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. La vente est rapide et sans prise de tête. J'ai reçu un très bon prix. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Assurance au même endroit. Simple, rapide, sans engagement. Lovis, l'assurance comme vous. Le moindre détail compte. Nouveau téléviseur TCL Mini LED. Prix ESA du meilleur téléviseur LCD Premium. TCL. Nouvelle Dacia Spring 100% électrique à partir de 89 € par mois est disponible dans le réseau Dacia. Et profitez du pack intégral pour 1 € de plus par jour. SFR
présente le départ en week-end idéal de Sophie. Ah bah déjà que tout le monde soit prêt. Et mon jeu? Et ma série? Et la 5G? Salut les On enfants. part, hein, Brigitte. Tout le monde est prêt. J'espère qu'on n'aura pas trop de bouchons. Allez, suivez-moi. Je connais un raccourci. La 5G de SFR est là. Et elle n'a pas fini de vous étonner. SFR, enjoy. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. Et les nouvelles ne sont pas réjouissantes décidément pour ce week-end. Déjà ce samedi qui reste quand même bien maussade sur de nombreuses régions. Une France bien encombrée, des précipitations ici ou là, quelques averses. Et puis eh bien, malheureusement ça ne va pas s'arranger parce que pour la journée de demain, dimanche, on va retrouver toute cette grisaille accompagnée de quelques précipitations. Alors elles resteront faibles mais elles seront quand même bien généralisées. Ce sera peut-être un tout petit peu mieux sur la pointe bretonne. On aura des pluies un petit peu plus marquées au pied des Pyrénées, de la neige sur les reliefs au-dessus de 1400 mètres, du soleil en Méditerranée mais du vent. Attention sur l'extrême sud-est, sur la Corse, là ce sera beaucoup plus chargé avec un temps plus instable, des averses localement, quelques coups de tonnerre et cette agitation va même s'intensifier sur la Corse dans le courant de l'après-midi. Peu d'évolution dans l'après-midi, quasiment aucune, même on va conserver cette masse nuageuse bien présente sur l'ensemble du pays. Un coup d'œil à vos températures. Au lever du jour demain matin, des valeurs qui seront stationnaires comprises entre 5 et 12 degrés, comptez 9 à Paris, 10 à Biarritz, 12 à Nice et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les températures baissent sur les régions du sud, elles s'échelonneront de 9 à 18 degrés. 9 à Dijon, 13 à Paris, 18, ce sera pour Montpellier. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. Les titres à la une de votre journal de 16h30 sur BFM TV. Plusieurs pays d'Europe font face à une flambée de cas de Covid et à une situation jugée inquiétante, voire très inquiétante par les autorités sanitaires européennes avec des restrictions. L'Autriche va instaurer un confinement pour les non-vaccinés. Aux Pays-Bas, commerces essentiels sont fermés à 20h et les matchs de foot se jouent à huis clos. On en parle avec notre invité Rafik Masmoudi, médecin urgentiste à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. C'est de l'outrance, de l'injure par rapport à ce qu'il s'est passé cette nuit-là. La réaction de François Hollande aux propos d'Éric Zemmour hier. En déplacement à Bordeaux, le polémiste quasi-candidat a sévèrement attaqué l'ancien président sur les attentats du 13 novembre 2015, alors qu'elles sont commémorées aujourd'hui. Ces attaques qui ont fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis il y a 6 ans. Pourquoi a-t-elle menti? Nous reviendrons sur ces 6 heures d'audition qui ont fait passer aux aveux la jeune joggeuse portée disparue plus de 24 heures en Mayenne en début de semaine. Avant d'être retrouvée vivante, l'enquête tente à présent de déterminer son profil psychologique. Et puis le bras de fer se poursuit entre la Biélorussie et la Pologne alors que des milliers de migrants sont massés à la frontière. Des mesures ont été prises pour freiner ce flux de migrants. Vladimir Poutine a lui rejeté toute responsabilité dans cette crise. On en parlera avec Ulysse Gosset. L'épidémie de Covid-19 repart en flèche dans une vingtaine de pays européens. Certains d'entre eux resserrent donc la vis. Le Centre européen des contrôles des maladies évoque notamment une situation très inquiétante dans 10 pays comme la Belgique ou encore les Pays-Bas où les commerces de produits essentiels doivent désormais fermer à 20h et les autres à 18h. Reprise des contaminations jugées inquiétantes par ailleurs en Autriche dont le gouvernement, vous le voyez, attend le feu vert du Parlement pour confiner les non-vaccinés et les personnes non guéries. Tour d'horizon de ce retour des restrictions sanitaires en Europe avec Camilla Giudice. 2 millions de cas de Covid-19 enregistrés la semaine dernière en Europe. Pour l'OMS, c'est un record depuis le début de la pandémie. Parmi les pays où les contaminations explosent, l'Autriche, la courbe Bordeaux, et les Pays-Bas, la courbe bleu clair. Cette vague était attendue, elle n'était pas prévisible d'un point de vue temporel parce que beaucoup de facteurs en fait viennent gouverner cette dynamique. Une couverture vaccinale qui est élevée en Europe, mais qui, bien sûr, ne permet pas de lutter à elle seule contre cette épidémie. Les pays les plus durement touchés par cette nouvelle vague ont annoncé ces derniers jours des mesures pour tenter de la contenir. Depuis aujourd'hui, les Pays-Bas sont à nouveau confinés partiellement. Les bars, restaurants et magasins essentiels doivent fermer à 20h, 18h pour les commerces non essentiels. Nous ne nous en sortirons pas avec simplement des règles basiques ou des conseils, malheureusement.
Face à la recrudescence du virus, nous avons besoin de mesures drastiques. Elles visent à réduire nos contacts. En Autriche, où plus d'un tiers de la population n'a pas de schéma vaccinal complet, le gouvernement souhaite confiner les personnes non vaccinées et non guéries du Covid-19. Une mesure inédite, mise en place dès lundi dans 2 régions. Le Premier ministre aimerait la généraliser à tout le pays. La majorité de la population a fait ce qu'il fallait et nous devons les protéger. Je ne vois pas pourquoi la majorité devrait subir un confinement par solidarité avec ceux qui ne sont pas vaccinés. En tout, la situation épidémique est jugée très inquiétante dans 10 pays européens, comme en Belgique, en République tchèque et en Hongrie. Rafik Masmoudi est toujours avec nous en plateau cet après-midi, médecin urgentiste à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. On l'a vu dans ce reportage, ces reprises très fortes d'épidémies en Europe sont soit dues à l'abandon de gestes barrières, soit à des mesures restrictives inexistantes ou abandonnées, ou alors encore à des taux de vaccination faibles. Est-ce qu'en France, on peut craindre de prendre cette direction, ou est-ce qu'on a des critères qui nous font espérer que ça va être un peu plus facile, même si on connaît la situation assez difficile de l'hôpital public en France actuellement? Oui, en France, je pense que la preuve, pour le moment, on est un peu tranquille, un peu comme l'Espagne, le Portugal, qui ont une politique vaccinale, vraiment, il faut prendre exemple. Et pour la situation, on voit quand même qu'il y a des patients qui arrivent, il y a quand même plus de 4%, 5% d'augmentation d'admission en réanimation. On voit des malades, et la majorité des malades qui arrivent à l'hôpital, en général, ils sont toujours sévères. Les patients intermédiaires ou les patients qui nécessitent un peu d'oxygène, en général, ils restent à la maison, ils sont soignés par les médecins traitants. Et ça, c'est comme particulier parce qu'on a soigné pas mal de gens à la maison avec de l'oxygène. C'est pour ça que l'hôpital il n'a pas souffert la dernière vague. Et c'est vrai que si on baisse les bras, si on relance pas cette politique vaccinale, on va se retrouver dans la même situation que nos voisins. C'est une alerte qu'il faut bien vraiment prendre en considération. Et je pense que notre président, il a bien fait de rappeler cette pas obligation. Pour le moment, on ne parle pas d'obligation, mais ce rappel vaccinal pour une certaine population, et surtout trouver ce noyau. Quand même, il y a une certaine proportion de patients non vaccinés. On a expliqué, on a sensibilisé, on a fait beaucoup de choses. Il faut trouver une solution pour les faire vacciner, parce que sinon, on va se retrouver avec une saturation de l'hôpital qui va être cette fois-ci difficile à juguler. Mais c'est vrai que on a des signaux, donc il faut tenir compte. Il ne faut pas dire bon, ça va, on est bien. Mais en tout cas, nous en France, on est protégés parce qu'il y a la vaccination, il y a les gestes barrières, il y a le pass sanitaire. C'est ça qui a fait que quand même qu'on a résisté par rapport à nos voisins. Et la vaccination là, avec la dose de rappel, vous êtes favorable à une dose de rappel pour toute la population ou pas? Moi, je suis un fervent. J'allais dire vaccinologue, mais je suis pour le vaccin pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il faut prioriser la vaccination dans un sens. Il faut commencer par les plus fragiles, mais assez rapidement. Et je pense que c'est le terme magique, c'est qu'il faut pas s'attendre à encore parler et faire des réunions. Et je pense qu'il faut prendre des décisions assez rapides. Effectivement, on a déjà parlé du pass sanitaire qu'on a prolongé. Il faut faire la 3e dose pour les gens de 65 ans et plus et les gens fragiles. Et il faut réfléchir pour y aller pour les autres assez rapidement. Et je pense que cette solidarité, nos concitoyens, quand même, ils ont passé à peu près 2 ans avec le on-off là. On ne peut pas revenir et je pense qu'on est dans la bonne voie. Je ne sais pas si on aura besoin d'une 4e, d'une 5e, mais en tout cas, je pense que la tendance de vivre avec, c'est sûr, mais avec un taux de vaccination le plus fort possible, et probablement avec des rappels, je pense qu'on va arriver à la tendance, comme la grippe, de faire peut-être un rappel tous les ans. Ça, c'est entre parenthèses, je pense, hein, parce qu'avec la Covid, on a appris beaucoup de choses et beaucoup de surprises. On l'espère, en tout cas. Merci Rafik Masmoudi d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. On en vient à présent à la réponse de François Hollande à Éric Zemmour, 2 jours après le témoignage de l'ancien président au procès des attentats du 13 novembre 2015. Et alors que la France, justement, rend hommage aujourd'hui aux victimes, eh bien, le polémiste et quasi-candidat avait sévèrement attaqué l'ancien chef de l'État. C'était hier, lors d'un déplacement à Bordeaux. Écoutez donc la réponse de François Hollande qui dénonce l'outrance d'Éric Zemmour. J'étais président
cette nuit-là et dans les mois qui ont suivi, comme dans les mois qui ont précédé, j'ai pris des décisions. Et le sens de mes décisions, c'était d'assurer autant qu'il était possible la sécurité, la protection de nos concitoyens, de lutter contre le terrorisme islamiste et de veiller à l'unité de notre pays, à ce qu'il réagisse comme un bloc, qu'il n'y ait pas de fracture, de rupture. Donc toutes les polémiques qui sont sciemment entretenues n'ont qu'un seul but, c'est-à-dire éviter que nous soyons cohérents, unis face à ce drame. J'ai été frappé une nouvelle fois par la dignité des victimes, des parties civiles. Eh bien, je demande que chacun, chacune soit à la hauteur de ce que ces parties civiles, ces victimes expriment. C'est-à-dire non pas un besoin de vengeance, mais un besoin de justice. Non pas le souci de la division ou de la surenchère, mais la vérité et la clarté, tout en ayant l'unité à l'esprit. Voilà, c'est ça les messages du 13 novembre. Le reste, c'est de la surenchère, c'est de la polémique, et c'est même de l'outrance, et c'est même de l'injure par rapport à ce qui s'est produit cette nuit-là. Voilà donc pour la réponse de François Hollande à Éric Zemmour. Anne-Sora Dubois, on va refaire le film. D'où est partie cette polémique? Alors cette polémique est partie d'une déclaration d'Éric Zemmour qu'il a prononcée hier soir depuis Bordeaux lors d'une réunion publique. Officiellement, encore une réunion autour de son lit, mais officieusement réunion publique, dans laquelle effectivement il a attaqué l'ancien président François Hollande. Pour vous expliquer, on est dans le contexte du procès des attentats du 13 novembre, au cours desquels François Hollande a été auditionné cette semaine. Et François Hollande, auditionné à la barre, a déclaré, je cite, « Chaque jour nous étions sous la menace, nous savions que dans le flux des réfugiés, il y avait des individus qui étaient là pour tromper la vigilance, mais nous ne savions pas comment ni où ils allaient nous frapper. » Voilà comment le polémiste a commenté cette audition de l'ancien président de la République. On l'écoute. François Hollande a le don des phrases qui disent tout et qui prouvent à la fois sa lucidité et son impuissance. Vous vous souvenez que dans un livre, il y a quelques années, il avait dit à 2 journalistes, en parlant de l'immigration, « Tout cela finira par une partition ». Et là, il recommence. Il savait, eh oui, il savait qu'il y aurait des terroristes. Il savait, mais il n'a rien fait. Le pouvoir était au courant du danger et il a préféré que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants de venir en France. Évidemment, la polémique porte sur la fin de cette déclaration d'Éric Zemmour, c'est-à-dire le pouvoir savait, il a préféré que des Français meurent pour pouvoir laisser passer des migrants à travers les frontières françaises. Alors, l'entourage de François Hollande avait commencé à nous donner quelques éléments en début de journée pour, évidemment, commencer à commenter en off, comme on dit, cette déclaration du polémiste, pour répondre surtout à cette dernière accusation, en expliquant notamment que parmi les terroristes du 13 novembre, l'écrasante majorité d'entre eux étaient bien européens, ça n'était en aucun cas des migrants, majorité de Français et de Belges, qu'il y en avait 3, il me semble, sur la totalité du nombre, qui étaient effectivement des migrants, mais que la majorité était bien des ressortissants européens. En tout cas, en ce qui concerne l'aspect plus politique de cette déclaration d'Éric Zemmour, évidemment qu'il se doutait qu'en faisant cette déclaration, la veille des commémorations de l'attentat du 13 novembre, cette citation allait être portée, qu'elle allait être médiatiquement ouverte, d'autant plus qu'il a l'habitude maintenant, Éric Zemmour, parce que quand ces déclarations sont très frappantes et très choquantes comme ça, les politiques maintenant répondent, et d'ailleurs c'est devenu un sujet pour eux-mêmes, pour le gouvernement, est-ce qu'il faut, oui ou non, répondre à ce type de déclaration? François Hollande a fait le choix de répondre, mais ça laisse effectivement du champ médiatique à Éric Zemmour, alors qu'on dit qu'il est en stagnation dans les sondages, en tout cas son envolée, sa progressive montée dans les sondages a marqué le pas ces derniers jours. Ça lui permet de continuer à exister dans le débat politique, et en attendant, il y aura d'autres conséquences, parce que depuis, eh bien, les avocats des familles de victimes ont demandé des excuses aux polémistes. Nous vous en parlions en titre. Toute l'histoire n'était donc finalement qu'un mensonge. En Mayenne, la joggeuse de 17 ans, portée disparue puis retrouvée, a avoué hier avoir inventé son enlèvement au terme d'une audition de 6 heures. Le parquet précise qu'elle fera l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infractions imaginaires. Guillaume Barki et Salima Segaï. Après 6 heures d'interrogatoire hier, la joggeuse de 17 ans a regagné son domicile familial à Saint-Brice en Mayenne. Face aux enquêteurs et surtout face à une psychocriminologue, elle a reconnu avoir mis en scène son enlèvement. Les gens qui procèdent aux éditions de ce public-là, ce sont des gens formés, ce sont des gens qui ont une appétence particulière pour le recueil de la parole, pour les entretiens compliqués. Et c'est donc avec toute la mesure de leurs compétences individuelles et professionnelles qu'ils ont su amener cette jeune fille tout simplement à se libérer. Pas de ravisseur donc, pas de camionnette verte et des blessures accidentelles.
L'adolescente a elle-même découpé son t-shirt avec une paire de ciseaux. D'après les experts, il s'agit d'un appel à l'aide. Pour moi, le mensonge qu'elle a commis vient répondre à un besoin, je dirais aussi, d'attirer l'attention. Peut-être qu'elle était en souffrance à ce niveau-là, peut-être qu'elle n'arrivait pas à trouver sa place, soit auprès de ses pairs, soit dans la famille. Enfin, on ne sait pas trop aujourd'hui. La procureure de la République de Laval souligne que la lycéenne est désolée d'avoir causé une mobilisation importante. Elle fera l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infraction imaginaire et risque jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. 16h42, restez avec nous sur BFM TV. Dans quelques petites minutes, nous suivrons la situation alarmante de plusieurs milliers de migrants du Moyen-Orient amassés depuis des semaines en Biélorussie, à la frontière avec la Pologne. Une situation humanitaire qui se dégrade de jour en jour sur fond de chantage à la migration du président biélorusse suite à des sanctions européennes. A tout de suite. Quel champion pour la droite pour l'élection présidentielle ? Demain, à 20h45, un débat exceptionnel. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin, Valérie Pécresse. Tous les candidats à l'investiture Les Républicains réunis sur BFM TV. Immigration, sécurité, économie, vision de la France. Ils dévoileront leurs propositions, feront entendre leurs différences. L'enjeu, être celui qui portera les idées de la droite à l'élection présidentielle. 2022, le débat de la droite. C'est demain, à 20h45, en direct sur BFM TV et RMC. 2022, le choix des Français. Montblanc Explorer et le nouveau parfum Explorer Ultra Blue. Au Crédit Agricole, on sait qui fait tourner l'économie. C'est vous. Vous qui, des 4 coins de la France, avez remué ciel et terre cette année. Vous qui avez formidablement relevé tous les défis. Au Crédit Agricole, nous avons été à vos côtés pour relancer l'économie. Et aujourd'hui, vous pouvez compter sur nous pour vous aider à développer celle de demain. Vendez votre voiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Antoine, il ne sait pas dire non. Et vous prenez les 2 ans d'extension de garantie? Ben non. Grâce à la Matmut, nous avons une garantie panne qui couvre tout notre électroménager. Oui, enfin, c'est quand même grâce à moi qu'on a la Matmut. Ah oui, oui. Matmut, ma valeur sûre. Vous êtes dans un cocon, un endroit refuge. Carole, qu'entends-tu dans ton endroit refuge? Ah non, 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 non. On n'avait dit pas la Citroën électrique. On va tous se garer sur le bas-côté. Pas facile d'oublier l'expérience électrique Citroën. Nouvelle Citroën IC4 électrique à partir de 299 € par mois. Découvrez la gamme électrifiée Citroën. On sait qui fait tourner l'économie. C'est vous. Et vous pouvez compter sur nous pour vous aider à développer celle de demain. Moi, c'est Roméo. Avant Feliway Optimum, j'avais l'habitude de faire pipi sur ce mur. Plus maintenant. Avant Maya, je l'aurais attaqué. Maintenant, nous sommes amis. Feliway Optimum. Pour une sérénité renforcée de toute la famille. Ah, la vie et les questions qui vont avec. Comme, waouh, à combien il allait ce service? Ah oui, quand même. Waouh, et cette balle, elle est allée loin? Ah oui, joli. Vous faites un électrocardiogramme ici? Et un autre ici? Et encore un là, en plein anniversaire? Oh tiens, bien dormi? Et pourquoi vous mesurez votre taux d'oxygène dans le sang? Ah, c'est donc pour ça. L'application ECG est un dispositif médical. Oh Valentina, mon amour, tu travailles si dur. Heureusement, il y a SumUp.
pour développer ton activité, satisfaire tes clients, gérer ton argent. Plus d'argent pour toi veut dire plus d'argent pour ce que tu aimes. Ah, comme un poisson dans l'eau. Achetez votre lecteur de cartes SumUp chez Carrefour ou Boulanger. SumUp, reprenez la main. « 99% de notre viande est française et toujours à prix bas. Et ça devrait plaire à tout le monde. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Le dernier aspirateur Dyson V15 Detect est le seul équipé d'un laser qui révèle les poussières invisibles. Les filaments en fibre de carbone capturent les particules microscopiques. L'aspiration s'adapte intelligemment au niveau de poussière grâce à un capteur qui analyse chaque particule et optimise l'autonomie de la batterie. Son moteur hyperdymium génère une puissance d'aspiration de 240 watts pour le nettoyage en profondeur le plus puissant. Achetez directement auprès de ceux qui l'ont fait. Inscrivez-vous aux offres limitées sur Dyson.fr. – 16h47, merci d'être avec nous sur BFM TV. L'actualité à l'étranger à présent. Avec cette situation dramatique pour plus d'1 millier de migrants venus du Moyen-Orient bloqués en Biélorussie à la frontière avec la Pologne depuis plusieurs semaines. Une crise liée à la pression mise par le président biélorusse sur l'Europe qui a mis en place des sanctions contre son pays l'an dernier. Et nos envoyés spéciaux de BFM TV se sont rendus dans une ville polonaise située à la frontière avec la Biélorussie et directement confrontés, vous allez le voir, à la situation des migrants. Alexia Ferré, Anna Jakowska avec Isabelle Golens. Depuis plusieurs jours, les barrages de police à l'entrée des villes font partie du quotidien. Ouverture des coffres, contrôle d'identité. Bonjour, vos papiers s'il vous plaît. Hajnówka est l'une des villes les plus proches de la frontière. Une commune pauvre et rurale où certains habitants, comme Natalia, sont bouleversés par le sort des réfugiés. Ce sont des gens normaux, comme nous. J'ai vu une famille de 5 personnes, la femme, la mère, avec quasiment mon âge. Je ne peux même pas imaginer me retrouver dans la forêt, comme ça, avec mes enfants. Mais d'autres voient les choses différemment. Pavel, lui, soutient une position sécuritaire. Je trouve que c'est bien ce qu'on fait, de laisser ces migrants hors de nos frontières. C'est toute une ville qui est en première ligne. Le maire nous parle d'une tragédie qui les dépasse. La situation à laquelle nous sommes confrontés en ce moment m'inquiète et nous inquiète tous ici. Ce qu'on voudrait, c'est que cette crise se termine le plus vite possible. Mais pour l'instant, presque tous les jours, l'hôpital de la ville reçoit des migrants, retrouvés déshydratés ou en hypothermie. Ulysse Gosset est avec nous sur ce plateau, spécialiste des questions internationales. Bonjour Ulysse. Le bras de fer, il continue forcément entre la Pologne et la Biélorussie, mais les choses commencent à bouger. Des mesures ont été prises pour freiner ce flux de migrants qui arrivent depuis la Biélorussie. Des mesures qui ne règlent pourtant pas cette crise elle-même, mais qui permettent en tout cas de ne pas l'aggraver pour l'instant. Oui, c'est la volonté de l'Europe, empêcher la Biélorussie de faire venir d'autres migrants du Moyen-Orient et d'Afrique. Et pour cela, des missions diplomatiques ont été conduites par la Commission européenne, par Bruxelles donc, notamment auprès de l'Irak, de la Turquie. Et le résultat est là, puisque la Turquie a décidé d'interdire aux migrants de monter dans des avions à destination de Minsk, la capitale biélorusse. En Irak, on se dit prêt à accueillir à nouveau des migrants qui sont partis en Biélorussie et qui seraient volontaires pour revenir en Irak. Il y en aura sans doute peu, mais symboliquement c'est important. Ça veut dire qu'on veut empêcher le régime de Minsk de poursuivre ce chantage aux migrants en tarissant la source. Donc, pression sur les compagnies aériennes et ça commence à fonctionner. Je vous rappelle qu'il y avait des migrants qui arrivaient du Liban, d'Irak, de Syrie. On a vu des Maliens à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. On a vu des Irakiens, surtout des Syriens et des Ivoiriens. Donc il faut absolument empêcher que la crise ne s'aggrave. L'Europe fait pression et donc effectivement il y a cet objectif pour calmer le jeu de réduire le nombre, alors que du côté des organisations humanitaires et notamment du HCR, le Haut Commissariat aux Nations Unies, eh bien on commence à amener des vivres, des couvertures, des tentes pour essayer d'améliorer la situation critique de ces migrants. On parle de 2 à 4 000 personnes qui sont bloquées près de la frontière actuellement. Et dans notre pays, une manifestation en soutien aux migrants a lieu cet après-midi à l'appel de plusieurs associations, dont Médecins sans frontières, à Briançon, dans les Hautes-Alpes. Près de 300 personnes y participent, selon nos journalistes de BFM d'ici. Et un gros dispositif de sécurité a été mis en place, des policiers et gendarmes en renfort
pour des contrôles des voitures. Objectif du rassemblement, interpeller les pouvoirs publics et demander un meilleur engagement de l'État sur la situation des migrants. Rassemblement en soutien aux migrants également à Calais. Des centaines de réfugiés, d'habitants, d'associatifs ou d'élus étaient présents, notamment d'Europe Écologie Les Verts, comme la députée Karima Deli. Adrien Quatennens était également présent. Au large de Calais, ce sont 71 migrants qui ont encore été secourus en mer hier après une journée record la veille. Et 3 migrants restent toujours portés disparus. Ils avaient pris la mer en kayak jeudi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est 7 jours BFM présenté par Ronald Guintranche. Il sera notamment question du Covid et de cette situation inquiétante dans plusieurs pays européens. Très bonne fin de journée.